Depuis maintenant quelques années dans notre société, la performance par la violence ne fait qu'augmenter. Et donc, on va essayer d'analyser ce phénomène via un cas pratique, c'est celui de Riles, parce que j'ai trouvé que c'était un archétype de ça sur plein d'aspects. Une analyse donc à la fois de Riles, mais en réalité de ce que ça représente et de ce que ça dit de nous, de notre rapport à la performance, de notre rapport à la violence. Et donc forcément, la violence qui augmente, c'est synonyme généralement d'une société qui va de moins en moins bien. La performance par la violence est devenue une philosophie de vie qui se rattache au dépassement de soi, au développement personnel et à toutes ces idéologies. Pour ceux qui connaissent pas Riles, donc c'est un rappeur qui a percé il y a une petite dizaine d'années. Tell me, oh tell me, we're not living this work. Dead, the blowing candles burn the sage. It's not a me. And my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, en gros Riles il y a une semaine, il a passé 24 heures sur un tapis de course avec des scies derrière lui, donc je vous mets la représentation. Et donc j'utilise Riles non pas pour parler de Riles, mais pour parler d'un pattern qu'on voit dans la société et qu'on voit se reproduire. C'est absolument pas pour faire une critique du rappeur en lui-même, ça revient à cette citation de Roosevelt qui dit « Petits esprits discutent des personnes, les esprits moyens discutent des événements et les grands esprits discutent des idées ». Là l'objectif c'est de se servir de l'événement et de la personne pour parler des idées en général. J'ai jamais couru plus de 12 heures, mais je sais que mon entraînement, j'ai fait du mieux que je pouvais pendant l'entraînement, donc je suis confiant que quand mes jambes vont lâcher, ma tête va prendre le relais. Là, en gros, il explique que son corps, il va sûrement lâcher. Bon, il est là pour éclater une performance, ok. Mais il explique qu'il va aller au-delà du coup de ce que son corps veut pour lui. Et il va continuer avec sa tête. Bon, on sait qu'on peut le faire, tout le monde sait qu'il peut aller au-delà de ses performances par le mental, mais c'est déconseillé parce que justement, le corps envoie des signaux d'alarme qu'on a tendance à pas écouter, et c'est la conséquence de nombreux problèmes psychologiques après, ou de problèmes physiques tout simplement, parce que on va tirer sur le mental là où notre physique nous dit de nous reposer, de nous arrêter. Cette tendance à se couper de ses émotions pour aller plus loin, c'est aller à l'opposé de la biologie et c'est se faire potentiellement très mal. Parce que en fait, l'information émotionnelle, elle est là pour une bonne raison, c'est justement pour nous avertir de quelque chose. Et si on apprend avec notre tête à se couper du ressenti émotionnel, tout ça parce qu'on veut aller ailleurs que ce que notre corps nous dit à un endroit, on apprend à se dissocier, à se diviser, et là on crée une souffrance énorme. Et la division, c'est vraiment ce qui crée dans la psychologie humaine la souffrance, puisque à partir du moment où il y a deux phases dans vous, une qui veut une chose, l'autre qui veut l'autre chose, il y a un conflit en vous, et là il y a de la souffrance. L'objectif en psychologie, c'est de réunir l'individu. Se couper une fois de temps en temps de ses émotions, c'est pas forcément embêtant. Mais le problème, c'est qu'il apprend à ne pas s'écouter, à ne pas écouter finalement ses émotions. Mais la violence, elle est toujours là. Imaginons, on va prendre un exemple débile. Vous êtes tous les jours en train de marcher dans la rue et il y a quelqu'un qui vient vous taper sur la tête. Vous avez une information émotionnelle de « Aïe, j'ai mal, c'est pas ouf, il faut que je me barre ». Bon, maintenant, vous avez deux options. Soit vous vous coupez de vos ressentis et du coup, vous passez tous les jours dans la même rue et la personne continue à vous taper et en fait, vous continuez à subir la violence mais en n'ayant pas le ressenti. Du coup, votre corps prend quand même, mais vous vous dites mentalement, bon ça va, en fait, je tiens, je me suis coupé de mes émotions, ça me fait pas mal et tout, ok. Ou en fait, sinon vous vous écoutez et vous changez de rue, tout simplement. Et c'est ça le problème de la tendance à se couper de ses émotions, c'est que on n'apprend pas à changer de rue. On reste dans la rue où on se fait violence, alors qu'il n'y a pas besoin. Alors que si on a une fine écoute de ses émotions, on peut développer des ressentis qui nous permettent d'éviter de la violence inutile. Parce qu'on n'est pas là pour se rajouter de la violence dans la vie, ça ne sert à rien. Si vous cramez de l'énergie pour rien, et c'est pas parce que vous vous rajoutez de la violence que vous allez finir plus fort. À la limite, pour moi, il faut mieux une bonne capacité d'encaissement au moment où vous prenez de la violence, que le fait d'encaisser tous les jours de la violence inutile, qui vous met en situation d'épuisement et qui ne vous permet pas d'encaisser la violence que vous n'aurez pas pu prévoir. J'ai pas envie d'imposer une manière de lire l'art, mais il y en a, ils vont se dire putain, Attends, mais dis quoi 12 heures, 24 heures, mais ils restent sur place, à quoi bon? Il y en a, ils vont se dire ah ouais, la survie, le mental. Je laisse les gens interpréter à leur manière l'œuvre. Il faut réussir à doser, il faut créer son propre. La question qui est intéressante qu'on peut se poser, c'est pourquoi quand l'humain n'est plus en condition de survie, c'est-à-dire aller chercher son alimentation au jour le jour, ne plus s'occuper de problèmes au jour le jour et n'a plus ces problèmes-là, pourquoi l'humain
a besoin de repasser en mode survie par une mise en danger volontaire. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on ne peut pas tout simplement vivre dans une forme de confort? Pourquoi l'humain a besoin de ça? Bon, j'ai une partie de la réponse, je ne pose pas vraiment la question. Globalement, à partir du moment où on n'a plus de problème pour se nourrir, de survie ou ce genre de trucs, bah, on fait face à nous-mêmes et en fait, on ne sait pas faire face à nous-mêmes, on ne sait pas faire face à notre psychologie. Notre psychologie et nos mondes mentaux sont infinis. Et donc, on peut rapidement, si on n'a pas eu une base sécure de par nos éducations, nos parents et tout ça, bah, partir en vrille, en fait, parce que notre psychologie va se mettre en route et va commencer à voyer du noir potentiellement. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de problèmes concrets, on va commencer à potentiellement se créer des problèmes ou faire face à nos insécurités qu'on n'arrive pas à gérer. On supporte mal le fait de faire face à nous-mêmes. D'ailleurs, il y a des expériences qui montrent en psychologie qui sont intéressantes. C'est si jamais on se met dans une boîte sans rien et tout ça, la plupart des gens ont des tendances à se foutre des décharges électriques dans la gueule plutôt que de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on préfère s'occuper en se mettant des décharges électriques plutôt que de faire face au vide en nous-mêmes. À doser, il faut créer son propre enfer si on veut réussir à se sentir bien par moment. Si tu es trop dans le confort, à un moment donné, l'inconfort il viendra à toi et ça ne sera pas agréable. Donc vaut mieux que toi tu ailles dans l'inconfort et que tu te le crées toi-même, de l'inconfort contrôlé, et après au moins tu te sentiras bien En fait, il se cache même pas du process, c'est ça qui est grave, c'est qu'il dit lui-même, il faut créer son propre enfer. Genre, Riles, c'est un mec qui a fait déjà 2 tentatives de suicide, et il explique qu'il se crée son propre enfer. Tous les enfoirés d'en face, on se les prend à 2 si vous voulez. Aujourd'hui, c'est spécial. Ouais, vous êtes devenu suicidaire en plus d'être con. En fait, c'est vraiment significatif d'un mec qui sait pas prendre soin de lui et qui est obligé d'aller dans la violence pour pouvoir prendre soin de lui. Triste que ça soit ainsi, mais en même temps, il sait pas faire autrement. En fait, vous pouvez juste prévoir avec vous ce qui va se passer si jamais vous faites pas tel ou tel effort pour vous et prendre soin de vous petit à petit sans vous retrouver à la rue. C'est-à-dire que je veux bien, si jamais tu es tout le temps dans un espèce de confort addictif où tu vas te fuir en permanence et tout, je comprends ce qu'il dit. Donc il dit, si tu es trop dans le confort, l'inconfort il viendra à toi et là ça sera pas agréable. Mais sinon, réellement, ce qu'on peut faire, c'est juste accepter l'inconfort quand il vient, plutôt de le fuir, et laisser passer la douleur et finalement s'accompagner pour pouvoir aller vers quelque chose de plus confortable. Voilà, on n'est pas obligé de se rajouter de l'inconfort. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branleman végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Ce à quoi ça me fait penser, c'est les gens qui vont par exemple s'automutiler ou ce genre de trucs. C'est-à-dire que l'automutilation, ça marche pour... Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait l'automutilation, ça permet en partie de se soulager de certaines douleurs psychologiques parce que en fait, au moment où on s'automutile, il y a des hormones qui vont être... il y a de l'adrénaline, des trucs comme ça qui vont prendre leur lait et qui permettent d'apaiser le système nerveux. Donc ça peut avoir cet aspect un peu libérateur et qui va te permettre de se détendre. Moi, ça me fait penser un peu à ça quand tu vas vers de la violence volontairement. C'est un peu cet aspect. Je vais faire en sorte que mon système nerveux, par la violence, déclenche des bains hormonaux parce que j'arrive pas à vivre tranquillement avec moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre cette existence sans me faire mal. Et c'est un peu des phénomènes qui sont normalisés dans la société, le fait de s'auto-maltraiter. Sauf que ça renvoie en fait indirectement, c'est un pattern qui est similaire à celui d'une auto-scarification. Mais celui-là, il est bien vu socialement. Ça n'empêche que c'est de la violence retournée contre soi. Et il faut le voir comme tel. C'est-à-dire que là, quand tu vas dans l'inconfort volontairement, c'est une forme de violence retournée contre soi. Et tu peux très bien vivre l'inconfort de la vie sans aller t'en rajouter plus. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'auto-maltraitance. Donc vaut mieux que toi tu ailles dans l'inconfort et que tu te le crées toi-même, de l'inconfort contrôlé, et après au moins tu te sentiras bien à te détendre. Là, il parle d'inconfort contrôlé. C'est aussi super intéressant parce que ça renvoie au fait qu'on déteste ce qu'on ne contrôle pas. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie énormément à notre impuissance. Je suis médecin sexologue et je vais vous parler aujourd'hui des particularités des problèmes d'érection avant 30 ans. C'est-à-dire que le contrôle, la définition du contrôle pour l'humain, c'est une volonté donc de pouvoir sur l'environnement afin de pouvoir supprimer finalement l'incertitude et donc pour créer de la certitude. Et donc plus le monde est chaotique, plus la tendance globale de l'humanité c'est de chercher à contrôler parce qu'en fait à la base on flippe totalement de cette incertitude. Mais contrôler n'empêche pas l'incertitude. Contrôler généralement, qu'est-ce qui se passe quand on contrôle? C'est on aseptise l'environnement, c'est-à-dire on le nettoie, on nettoie l'environnement et en fait ce qui se passe quand on contrôle généralement c'est on fait ça. C'est-à-dire que la vie c'est ça
Et nous, on décide de regarder à un seul endroit pour dire bon, c'est bon, tant que je contrôle, ça va, tant que je contrôle, ça va. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, le monde est ultra complexe et que le chaos peut arriver à tout moment dans notre vie. C'est-à-dire, on peut mourir à tout moment, il peut y avoir une guerre assez rapidement qui peut être déclenchée, il peut y avoir un crash économique, l'État peut faire faillite. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire flipper comme ça. Et donc, comme on flippe de ce qu'on ne contrôle pas, à la fois psychologiquement, personnellement et finalement dans le monde, hein, c'est le chaos dans le monde et le chaos intérieur, les deux sont liés. Et comme on n'est pas à l'aise avec ce chaos, on va essayer de contrôler pour aseptiser l'environnement et pour se rassurer finalement, parce qu'on flippe, parce qu'on est anxieux. Et donc, on préfère de l'inconfort, là c'est ce qu'il dit, il préfère de l'inconfort contrôlé plutôt que de l'inconfort qui ne contrôle pas, c'est-à-dire en fait, qu'il déteste à son endroit, on peut voir cette analyse, c'est la perte du sentiment de puissance. Parce que la volonté de contrôler son environnement, c'est la volonté d'avoir de la puissance sur son environnement. Et donc là, Riles, en fait, ce qu'il nous dit, c'est « je ne supporte pas l'impuissance que j'ai sur mon environnement ». Il n'accepte pas de vivre son impuissance lorsqu'il souffre. C'est-à-dire, il préfère de la souffrance finalement encadrée, de la souffrance contrôlée. Et si la souffrance vient en dehors du cadre, alors là, il panique. En fait, c'est ça, le sous-texte un peu de ce que dit Riles. En tout cas, on peut y voir ça. À te détendre si tu veux, mais la vie, c'est pas la détente. La course sur tapis, c'est pour moi peut-être un petit peu... Ce raisonnement de « la vie, c'est pas la détente », moi, ça me fait penser aux personnes que j'accompagne qui ont des croyances. Par exemple, ça, c'est les trucs que parfois nos parents nous ont transmis. C'est si je veux réussir dans la vie, c'est faut souffrir. Le travail, c'est de la souffrance. Donc là, c'est un peu son raisonnement en sous-texte, c'est un peu sa croyance, c'est qu'il n'y a pas de détente sans souffrance. Bien sûr que dans la vie, je ne suis pas un négationnisme de la douleur, c'est-à-dire qu'il y a de la douleur dans la vie, ça fait partie de la vie, il faut l'accepter. Mais pour moi, tu n'as pas besoin de te rajouter justement de la douleur. Tu n'as pas besoin de te rajouter de la douleur et tu n'as pas besoin de créer de la souffrance. Il peut juste y avoir la douleur, il peut ne pas y avoir de souffrance. Je ne sais plus qui dit ça, mais je l'ai écouté, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et moi je trouvais ça super intéressant. C'est la souffrance, c'est une accumulation de la douleur qu'on n'a pas digéré, qu'on n'avait pas la possibilité de digérer ou qu'on a refusé. Et là, il y a de la souffrance. Et donc, si on accepte la douleur et qu'on la laisse passer, qu'on arrive à la digérer, bon, parfois on n'a pas les ressources, donc voilà. Mais si on accepte justement cette douleur, ça nous permet d'éviter la souffrance. Donc ce truc de la vie, c'est pas la détente, il n'a pas dû avoir une enfance facile, mais la vie, ça peut clairement être la détente. Hein. La vie, ça peut clairement être la détente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se casser le cul pour pouvoir réussir à vivre confortablement. On peut faire le minimum et vivre très bien en fait. On n'a pas besoin de se faire souffrir pour réussir. Puis la réussite, c'est personnel, ça veut rien dire. Souvent, c'est justement un idéal sociétal. Mais il est dans la croyance de « si je ne souffre pas avant, je ne peux pas me détendre ». Ça se trouve, il ne s'autorise même pas à se détendre. Il y a des personnes que je connais qui, par exemple, n'acceptaient pas, qui avaient la croyance qu'il fallait travailler forcément 8 heures par jour. Ils étaient entrepreneurs et les mecs, même s'ils avaient que 4 heures de taf par jour, allaient travailler 8 heures, allaient diluer leur travail parce que non, dans la journée, on m'a expliqué que c'était 8 heures par jour et du coup, c'est 8 heures par jour. Mais non, en fait, c'est des schémas, c'est des croyances qu'il faut casser. Et là, potentiellement, Riles, il a cette croyance de si je ne souffre pas, si j'ai pas de douleur, je peux pas me détendre. C'est de la merde comme croyance et c'est un schéma qui est super récurrent. Moi, je l'ai eu aussi dans ma famille. À te détendre si tu veux, mais la vie, c'est pas la détente. La course sur tapis, c'est pour moi peut-être un petit peu plus facile que l'extérieur physiquement. Ça abîme moins les genoux, j'ai l'impression. Par contre, mentalement, c'est un peu plus dur. Il y a cette dimension où tu regardes le temps. Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant. Genre le temps, il passe. Par contre, ça doit être un enfer de passer 24 heures à voir le temps défiler, mais le temps doit passer tellement lentement, c'est une horreur. C'est une horreur. Différemment, mais du coup, j'essaie d'habituer ma tête à l'ennui et voilà, c'est fascinant, je trouve. En vrai, c'est super dur hein, ce qu'il a fait. Du temps qui passe, à quel point des fois une demi-heure ça va être horriblement long et 2 heures ça va être facile. Je sais pas, c'est un peu mystique. Je vais pas essayer de me faire... Il dit c'est un peu mystique. Ce truc est assez peu mystique en réalité dans le sens où je vais casser un peu son délire pré-rationnel, mais en gros, moi j'avais vu un papier là-dessus et notre rapport au temps dépend finalement de notre écoulement hormonal. En gros, c'est ça l'idée. Mais en fait, vous pouvez le remarquer, c'est-à-dire que plus vous êtes bien, plus vous allez déclencher de la dopamine, plus le temps va passer rapidement. C'est-à-dire plus vous prenez du plaisir, plus le temps passe rapidement. Et donc, en fait, notre rapport au temps fluctue en fonction de notamment nos quantités hormonales. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rapport au temps en fonction de notre production hormonale. Et c'est ça qui fait que le rapport au temps change. Donc c'est pas très mystique en soi, mais je comprends l'idée. Juste de véhiculer le sens de ce que je voulais dire en musique, là en image. Mais Survival Mode, c'est la survie et je veux l'illustrer visuellement maintenant.
En vrai, la métaphore, elle est intéressante. Les roues, la scie avec l'horloge et tout ça, la symbolique, elle est intéressante. Mais en fait, généralement, justement, notre obligation à la performance et le fait que on va se forcer à courir et à se précipiter dans la vie, c'est pas quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est très souvent quelque chose qui est dans notre tête. Peur du jugement des gens, par exemple, de j'ai pas fait assez de choses ou il faut pas que je sois en retard dans ma vie, c'est un auto-jugement mental de ce que les gens nous diraient très généralement. Finalement, c'est notre propre jugement qu'on transpose comme étant celui des autres. Et donc, c'est un auto-jugement sous couvert de les autres me verront comme étant un branleur ou comme étant en retard. Mais en réalité, ce qui nous perturbe le plus, c'est notre propre jugement. C'est-à-dire que quand on se libère de ce propre jugement, le regard des autres, les gens ont beau ne pas être d'accord avec nous, il n'y a pas de souci en fait. Et donc très souvent, la pression sociale qu'on se met n'existe pas. Enfin, elle existe bien plus dans notre tête que dans la réalité. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui vont vous mettre des coups de pression dans votre vie parce qu'il faut vous dépêcher ou ce genre de truc. J'ai rencontré un truc super intéressant, c'est que plus tu cherches à optimiser ton temps, plus tu cherches la rapidité dedans, plus tu as tendance à l'accélérer. Et plus tu prends le temps, plus le temps a tendance à ralentir. C'est-à-dire que c'est notre volonté de précipitation qui donne cet effet du temps qui nous échappe entre les doigts. Et donc le fait de lâcher prise à ce niveau-là fait que en fait, globalement, ça se passe bien. Et très souvent, du coup, on a un auto-jugement. Donc c'est intéressant. Sauf que lui, il a symbolisé cette pression sociale et ce rapport au temps par des si qui te découperaient réellement. C'est très intéressant parce que ça projette l'image que la plupart des gens en ont, c'est-à-dire les gens ont vraiment peur c'est une mort, en fait, c'est une forme de mort, puisque pour eux, c'est une mort sociale, et la mort sociale, c'est le rejet, et quand on est rejeté du groupe, notre biologie évolutive fait que finalement, le rejet du groupe, c'était la mort réelle, c'est-à-dire on pouvait pas survivre seul dans la nature. Et donc on a toujours cette peur de finalement se faire rejeter. C'est marrant qu'il l'ait concrétisé par des si qui nous tueraient, alors que dans la réalité, ça nous tue pas en fait. Si jamais tu prends 4 ans de plus pour faire des études, ou pour trouver un job, tu meurs pas. Par contre, tu peux mourir de honte et tu peux t'auto-enfermer justement dans une culpabilité, dans ce rapport-là. Et donc à ce niveau-là, c'est intéressant, ça permet d'en dire beaucoup sur notre rapport à nous et notre rapport à nous et la société. Voilà, je pense que globalement, on a fait le tour du rapport de Riles. C'est un mec, en vrai, je le connais pas spécialement, mais il a fait. Je sais qu'il a énormément produit, et moi, je pense que c'est en partie pour ça qu'il s'est démoli. Alors, pas que, je connais pas sa vie, mais le rythme, il sortait un son par semaine, donc le mec devait faire que ça. Il le dit dans certaines interviews, je crois que moralement, ça l'avait achevé. Tu m'étonnes, en fait, et très souvent, on devient esclave de la production rapide, qui fait que on va tomber en dépression, on va être mentalement pas bien, et on va casser l'équilibre au nom de la réussite d'objectifs qui est ultra destructeur très souvent. Mais bon, bref, en soi, Riles, j'ai rien contre toi et bien joué pour ta performance. Ciao tout le monde, j'espère que la vidéo vous plaira en tout cas, et n'hésitez pas à donner votre avis sur cette performance physique.